BFM Business, Intégral Bourse, plan de trading. Et oui, chaque lundi, Intégral Bourse vous propose un plan de trading pour les jours qui viennent. Et la séance du jour, plan de trading avec deux de nos experts trading. Marc Daguerre, le PDG de DT Expert avec nous. Bonjour Marc. Bonjour Guillaume. Et Alexandre Tixier, analyste pour tradingsat.com. Bonjour Alexandre. Bonjour messieurs. Bon, on sort de 3 semaines d'affilée de hausse pour le CAC 40. On a gagné encore la semaine dernière près de 4%. Puis aujourd'hui encore, on semble vouloir un peu progresser, Marc, plus 0,1%. Quelles sont les perspectives désormais pour les marchés, notamment pour le CAC 40, après ces 3 semaines quand même de hausse? Oui, tout à fait Guillaume. Alors, le CAC était enfermé depuis plusieurs semaines dans une espèce de ce qu'on appelle de petite boîte, une zone de congestion avec des zigzags, sans vraiment décider s'il allait en sortir à la hausse ou à la baisse. Il en est sorti à la hausse très nettement, comme vous l'avez dit la semaine dernière. Aujourd'hui, vraisemblablement, à court terme, on va viser le haut de ce qu'on appelle nous un drapeau, c'est-à-dire une espèce de canal de court terme avec une borne supérieure qui est située aujourd'hui autour des 4675 exactement. Et je pense que dans un premier temps, c'est un objectif sur le CAC qu'on peut avoir assez facilement. Après, la question va être de savoir est-ce qu'on est capable de maintenir cette tendance haussière que beaucoup de gens se demandent après ce qui s'est passé au début de l'année. Le CAC s'est quand même bien cassé la gueule jusqu'à mi-février. Et puis depuis, les gens se demandent est-ce qu'on va pouvoir revenir dessus, est-ce que les velléités haussières peuvent reprendre le dessus, ou est-ce qu'au contraire il faut rester un petit peu craintif au vu de ce qui s'est passé et au vu quand même un petit peu d'une conjoncture plutôt morose avec une zone un peu d'inquiétude qui continue de marquer un peu le pas des investisseurs, à savoir les dettes sont toujours là, on ne sait pas trop ce qui va se passer du côté de la Fed et de la remontée des taux. Draghi avec la BCE a déjà pas mal tiré de certaines cartouches et il commence déjà un petit peu à ralentir le pas. Donc les investisseurs n'ont pas encore la confiance suffisante pour reprendre du poil de la bête. Et d'un autre côté, les velléités baissières sont pas encore non plus. Donc on reste dans ce qu'on appelle une zone grise chez nous techniquement. À court terme, je vois encore un petit peu le rebond du CAC et après commencer à rester un peu prudent en attendant de voir si le CAC est capable de passer nettement au-dessus des 4750 exactement. Ce serait ça le seuil véritablement important, 4750. Oui, pour nous chez DT Expert, tant qu'on n'est pas au-dessus des 4750, on peut pas racheter le CAC à moyen terme parce que pas mal d'investisseurs, eux, cherchent des investissements moyen long terme. C'est bon, allez, j'achète des. Là, c'est encore trop risqué pour nous aujourd'hui. D'accord. Donc on peut se demander si ce rebond là qui pourrait continuer encore un peu par une queue de comète, si ce rebond est pas un peu quand même en train d'arriver à son terme. Oui. Dites, on peut monter pourquoi pas à 4700, 4750, mais après quoi? Après ce serait la rechute, tout ça c'est du vent, c'est un feu de paille pour vous? Alors justement, c'est toujours l'éternelle question quand on est en train d'intervenir sur les marchés. On essaie de déceler des tendances et éventuellement des tendances de plus ou moins long terme pour pouvoir intervenir sur des durées de temps. Voilà, là je mets à l'écart ce qu'on appelle les day traders, les gens qui jouent à l'intérieur même d'une session. Nous on regarde des tendances un peu plus globales et là effectivement ce que tout le monde se demande c'est est-ce que le CAC étant revenu au début de l'année assez bas, est-ce que ces points bas étaient des bons points d'entrée, le fait qu'on vienne sous les 4000 par exemple, et auquel cas il fallait racheter, ou est-ce qu'au contraire on est, comme vous l'avez dit, dans un feu de paille et il faut au contraire rester très prudent et se dire que c'est peut-être pas le moment de voilà. Moi, j'ai toujours l'habitude de me mouiller quand j'ai vraiment un avis franc. Là, je pense très honnêtement que c'est difficile. Je préfère rester prudent, voilà, à cause de ce qui s'est passé en début d'année, sorti d'un canal de long terme. Chez nous, c'est un signe, c'est un signe assez baissier en général. Bon, Alexandre Tixier, dans cette zone grise que décrivait à l'instant Marc Daguerre, est-ce que vous arrivez malgré tout à y voir clair, à dessiner des scénarios francs, clairs, et pourquoi pas à dessiner une perspective peut-être durable à venir sur les marchés financiers? Non, des scénarios francs, non, je suis assez d'accord avec Marc, effectivement, pour cette notion de zone grise. Alors effectivement, on a franchi très nettement à la hausse cette borne haute de range qu'on avait pendant de nombreuses semaines. C'était la séance, je rappelle, du 24 mai. Il y avait pas mal de volume. Et puis, effectivement, on s'est demandé ce qui pouvait se passer. Et puis maintenant, on a un petit peu la réponse à court terme, c'est-à-dire qu'on a déjà des volumes qui commencent à baisser. Alors, je parle pas de la séance d'aujourd'hui qui est particulière, avec effectivement la fermeture de Wall Street et de Londres, mais les 3 séances précédentes où les volumes ont déjà commencé à baisser, ça m'inquiète un petit peu. En analyse technique, on appelle ça une divergence entre cours et volume, c'est-à-dire que les cours vont avoir tendance à progresser,
et en plus il progresse de moins en moins vite, ça c'est déjà inquiétant, mais au-delà de ça, les volumes sont déjà en train de chuter. Donc là, c'est prudence. Je ne sais même pas pour ma part si on va aller taper déjà plus haut sur ce rebond en cours de formation. Donc, pour moi, on n'a pas d'éléments pour effectivement abonder dans le sens d'une poursuite de la hausse tout de suite, mais pas non plus d'éléments pour dire que ça va rechuter brutalement tout de suite. Pour moi, on est dans le sens d'une rechute à un moment donné, certes, mais quand le mouvement sera encore totalement épuisé, c'est pas encore le cas. C'est pas encore le cas. Alors on suivra cette semaine quelques indicateurs qui pourraient éventuellement servir de déclencheur, notamment en fin de semaine, Alexandre. Oui, alors effectivement, là, il va falloir faire assez attention à des indicateurs sur l'emploi américain, bien sûr. On aura le rapport du cabinet privé en ressources humaines ADP. Normalement, c'est publié 2 jours avant le rapport officiel. Cette semaine, ce sera jeudi, exceptionnellement. Donc, un rapport qui donne traditionnellement le ton, qui est de plus en plus suivi dans les salles des marchés, et bien évidemment le rapport officiel lui-même en fin de semaine, donc vendredi. Et puis à voir, donc ce qui sera intéressant de noter bien sûr, c'est l'éventuel écart par rapport au consensus pour voir si effectivement le marché prend peur ou pas. Voilà les grands indicateurs, et puis la BCE à suivre aussi jeudi. Est-ce que Marc Daguerre, est-ce que l'or, qui a beaucoup progressé depuis le début de l'année, est-ce que l'or et ses évolutions peut nous permettre d'anticiper aussi la tendance du CAC 40? Oui, alors effectivement, Guillaume, ce qu'on a vu de façon très nette, c'est que sur les grands mouvements de marché, l'or vient très souvent être à contre-tendance de ce qu'on appelle, donc le CAC étant inclus dans cet ensemble, mais les indices et les actions. C'est une valeur refuge déjà, c'est la valeur vers laquelle se tournent facilement les investisseurs lorsque justement ils n'ont plus forcément les moyens d'aller vers le marché qui quand même reste le marché le plus populaire, à savoir celui des actions. Et aujourd'hui, comme vous l'avez dit, il s'est passé, comme je le dis, sur les grands mouvements de marché, il y a une vraie décorrélation. On l'a vu au début de l'année, les indices se sont vraiment effondrés, alors que l'or, lui, a entamé un rebond important. Et ça, c'est assez révélateur, justement, peut-être des grandes inversions de tendance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on reste prudent sur les indices. Évidemment, depuis que les indices remontent à l'intérieur de ce rebond depuis mi-février, l'or lui a commencé à consolider un petit peu. Mais je pense que les métaux précieux en général, comme on le verra peut-être tout à l'heure, et l'or en particulier, ont plutôt aujourd'hui tendance à avoir encore un potentiel de hausse assez intéressant, ce qui viendrait conforter la prudence à avoir sur les indices, effectivement. Sur les indices. Alors, quand on parle d'indices, là, on parle des indices européens, et puis en face, il y a Wall Street qui, au contraire, marche plutôt bien là depuis le début de l'année. Il y a une vraie divergence d'ailleurs entre les marchés américains et les marchés européens. Cette divergence, cette nette surperformance du marché US, elle va durer d'après vous? Alors, savoir si elle va durer, c'est possible. C'est possible que les États-Unis s'en sortent une fois de plus un peu mieux que les Européens. C'est quelque chose qu'on a vu assez souvent. On voit rarement l'inverse. C'est arrivé notamment début d'année dernière, début 2015. On avait certes, c'était un petit peu dû au dopage de la BCE qu'avait initié Draghi, mais on avait au début de l'année dernière un marché européen qui se tenait mieux qu'un marché américain. Mais de façon, j'allais dire générale, les marchés américains peuvent de temps en temps avoir, pendant quelques mois, une divergence avec leurs homologues européens. Souvent, les deux vont un peu dans le même sens. Mais si on regarde par exemple les points bas qui ont eu lieu sur les 15 dernières années, en Europe, on a eu un point bas en mars 2003. On a dû attendre un peu plus pour avoir un point bas sur les États-Unis, c'est-à-dire les États-Unis ont rebondi avant le marché européen, et puis par la suite, lorsqu'on est arrivé puisque c'était en octobre 2002 à peu près de mémoire que les marchés américains avaient rebondi, et cette fameuse crise de subprime qui a frappé l'Europe à l'été 2007, on a dû attendre novembre à peu près aux États-Unis pour que le marché américain suivent le mouvement. Donc ce décalage, ça peut durer des mois et des mois en fait. Donc ça peut encore durer entre 3 et 6 mois parfois. Oui, tout à fait. C'est pas complètement. Il faut pas que les gens se disent c'est pas possible. Aux États-Unis ça monte, ça peut pas baisser chez nous. Non, on le sait très bien, ça peut arriver. Maintenant, comme on l'a dit tout à l'heure, le spectre de la remontée des taux américains qui est de plus en plus pressant. La question qu'il faut vraiment se poser, c'est est-ce que cette remontée des taux va véritablement engendrer une faiblesse des marchés comme on le croyait par le passé. D'abord, on l'attend tellement, c'est tellement un
inclus déjà dans le marché. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'une remontée des taux, paradoxalement, c'est une bonne nouvelle pour la santé économique d'une... Un bon signe. C'est un bon signe. Si on remonte les taux, c'est qu'on estime que l'économie va mieux, qu'on n'a plus forcément besoin d'aider de cette manière-là les banques, etc. à emprunter. Donc Wall Street pourrait tout à fait résister à une hausse de taux en juin ou en juillet pour vous. Je pense que c'est tellement... Je pense que c'est... Oui, effectivement. Alors, il peut y avoir un effet court terme, c'est-à-dire qu'à court terme, les gens se disent bon voilà, il y a peut-être des gens qui vont, mais un effet véritable de long terme, non, j'y crois pas. Bon, beaucoup d'indécisions, on le disait sur les marchés. Vous évoquez tous les deux une zone grise d'un point de vue technique, notamment sur nos marchés européens. Dans ce contexte, Alexandre, comment gagner de l'argent, comment arriver à gagner de l'argent dans un marché aussi indécis? Effectivement, c'est la grande problématique. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait rien? Est-ce qu'on se couvre? Ou est-ce qu'on essaye de trouver des opportunités donc de stock piqué, de trouver des opportunités de valeurs qui effectivement peuvent être un petit peu indépendantes de leurs indices de référence, donc d'aller chercher des opérations de swing trading sur des valeurs qui sont complètement en tendance. C'est cette dernière option que j'ai choisie. Je vous avais déjà parlé il y a quelques semaines d'un certain nombre de dossiers sur le secteur technologique américain. J'ai été en choisir un autre. Il s'agit d'Equinix, donc qui est un groupe présent dans les centres de données, les data centers et les solutions d'hébergement. Alors, ça, c'est une valeur qui, pour vous, présente techniquement, d'un point de vue technique, un beau potentiel pour ceux qui cherchent à trouver des opportunités malgré l'indécision des marchés. Là, Equinix, ça peut être un bon plan. Effectivement, c'est très propre comme configuration, très solide. On parlait tout à l'heure de divergence cours-volume sur l'indice phare français. Ici, c'est tout le contraire qui se passe. Hein. On a une configuration très forte, une capacité de l'action à aller chercher facilement de nouveaux sommets et très régulièrement de nouveaux sommets. Et dans le même temps, les volumes ne cessent de progresser, de rester très très fermes et de progresser sur les dernières séances en l'occurrence. On a un mouvement qui ne s'essouffle absolument pas. En termes de repères graphiques, on a cette moyenne mobile à 20 jours qui sert de support graphique. Donc on peut l'utiliser comme stop loss. Ce que je propose, c'est de prendre la position dès la réouverture des marchés actions américains, donc demain 15h30. Le code MNEMO, c'est EQIX sur le Nasdaq, et on garde la position dans cet esprit que j'appelle swing trading, hein, plusieurs semaines voire plusieurs mois, et on peut aller chercher sur ce dossier, pourquoi pas des sommets historiques de l'an 2000 qui étaient à $493, un petit peu au-dessus. Oui, ça constituerait un potentiel de hausse de 35%, c'est ça, c'est pas mal. Tout à fait. Pas mal. Equinix, donc une idée de valeur pour arriver à tirer son épingle du jeu dans ces marchés indécis. Quelles sont vos idées à vous, Marc, vos conseils pour investir sur des valeurs, histoire de d'aider nos téléspectateurs, nos auditeurs à se tirer par le haut de ces marchés très très hésitants? Alors, la première valeur que j'ai sélectionnée est une valeur que je jouerais plutôt à la baisse. Il s'agit de BIC, donc valeur qui est sur le second marché français. Ce qui s'est passé, ce qu'on a vu sur cette valeur, alors, moi je sélectionne mes valeurs quand je viens vous voir le lundi, en général le week-end. Je dis ça parce que BIC aujourd'hui a déjà perdu, je crois, 3-4%, si ma mémoire est bonne, avant que je vienne vous voir. Je vous le confirme. Oui, c'est ça. Ouais. Mais ça ne change absolument pas, au contraire, notre avis baissier sur la valeur. BIC évoluait au sein d'un canal haussier depuis avril 2008, pendant pratiquement 7 ans, un peu plus de 7 ans, même jusqu'en août 2015. Il est récemment sorti à la baisse de ce canal et a marqué ce qu'on appelle, nous, une fin de mouvement de long terme, ce qui implique une correction beaucoup plus importante que celle qu'on a aujourd'hui. C'est pour cette raison qu'on décide de jouer la baisse de ce titre-là, puisqu'on estime qu'il y a effectivement encore entre 12 et peut-être une 25% de baisse à prendre. Ah oui, d'accord. Donc les 2-3% perdus ce matin, pour vous, c'est rien. On est qu'au tout début d'une phase. C'est pas rien, mais disons que c'est pas suffisamment trop tard pour se dire que voilà. Au contraire, ça peut même conforter un petit peu cette idée baissière et cette espèce de fragilité du titre. Donc vendre BIC, ça c'est votre premier conseil. Et à l'inverse, pour ceux qui souhaitent acheter des valeurs, lesquelles recommanderiez-vous? Alors, toujours dans la partie action, on a une valeur du CAC, une valeur phare du CAC 40 qui s'agit d'AXA, donc groupe d'assurance, qui nous semble, nous, avoir aujourd'hui un bon potentiel de hausse. Alors, je dis bon potentiel, plus dans le côté sûreté de la hausse que dans le côté véritablement spectaculaire. Voilà, spectaculaire, exactement. C'est un titre qui tient bien. C'est un titre qui a rebondi sur ce qu'on appelle, nous, techniquement un overlap, c'est-à-dire une zone de résistance sur les
18 euros, qui une fois dépassé est venu jouer le rôle de support assez récemment. On s'est appuyé à 2 reprises sur ce niveau et on a initié un rebond suffisamment conséquent pour pouvoir envisager une reprise haussière. Alors justement, pour ceux qui veulent jouer ce titre-là à la hausse et qui voudraient peut-être plus bénéficier d'un effet, ce qu'on appelle chez nous court terme, c'est-à-dire ne pas forcément garder ce titre longtemps en portefeuille, mais pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle un effet de levier. On peut par exemple jouer ce titre sur un produit qu'on appelle Turbo, qui est un produit dérivé qu'on peut trouver facilement via des brokers. Et j'en ai sélectionné un pour vous, notamment ce que j'appelle assez sécuritaire, c'est-à-dire avec un risque de désactivation très faible et un potentiel de hausse assez important, puisqu'on a un effet de levier de 8. On va répliquer 8 fois ce que fait l'action. Il s'agit du Turbo Call K204S. Qui est émis par la Société Générale, et donc ce turbo-là permet d'avoir un effet de levier et de jouer 8, le titre, voilà, 8. C'est-à-dire que si AXA prenait 2%, ça vous fait quand même 16%, ce qui est assez rapidement. Et s'il perd 1%, on perd 8%. Ah oui, exactement. Alors là, il faut faire attention. C'est pour ça que sur ce type de produit, il faut vraiment faire attention. Mais c'est pour les investisseurs un peu avertis qui peuvent, eux, jouer ce que j'appelle des mouvements d'accélération. Voilà. Et votre pari, c'est plutôt à l'achat, sur ce. Oui, AXA à l'achat. Oui, voilà, tout à fait. Quelques conseils pour vous qui nous écoutez, qui nous regardez pour investir. Les conseils de nos analystes techniques et de nos traders, leur regard sur les marchés. Merci Marc Daguerre, le PDG de DT Expert, et Alexandre Tixier. Merci beaucoup Alexandre, analyste pour tradingsat.com.